Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, rapporteur, Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues. Depuis mon arrivée au Sénat en 2014, j'ai vu arriver le compte pénibilité, le compte personnel d'activité, la commission paritaire régionale interprofessionnelle, les accords de prévention et de développement de l'emploi et tout un ensemble d'inventions administratives. Le Code du travail n'a cessé d'enfler. Cela me désespère. Les entrepreneurs, eux, en sont exaspérés. Parfois, ils sont contraints de trouver des accords avec leurs salariés en dehors de la loi, jusqu'au jour où le salarié change d'avis. Dans ce cas, le chef d'entreprise se retrouve seul à affronter l'insécurité juridique qui découle de sa décision. Certains découragés abandonnent leur projet ou le vendent. En France, les statistiques démontrent que nous sommes plus start que up. D'autres entrepreneurs, comme moi, veulent une vie simple et sereine. Ils préfèrent s'affranchir de toutes les règles franco-françaises et d'un coût du travail qu'ils jugent exorbitant. Eux font le choix d'entreprendre ailleurs. Il y a 2 ans, je proposais par un amendement à la loi dite Macron de modifier l'article L1 du Code du travail pour inverser la hiérarchie des normes. À l'époque, alors que l'on me demandait de retirer mon amendement en séance, j'avais déclaré que, pour l'histoire, je voulais le voter. Je refusais un droit du travail qui allait à contre-courant de ce qui est la norme des pays performants. Nous n'avions été que 2 à l'époque, avec mon collègue Michel Canévet, à le voter. Cela m'avait valu de nombreux commentaires moqueurs venant d'un côté de l'hémicycle. 1 an plus tard, soit l'an dernier, le rapport de M. Combrexel a fait admettre la nécessité de cette inversion. Dans tous les pays qui ont une forte compétitivité, le Code du travail est réduit et la place de la négociation collective est prépondérante. La loi El Khomri a initié le retournement que j'avais préconisé. Je me réjouis des perspectives tracées dans votre projet de loi qui me permettent d'espérer que vous allez poursuivre dans cette voie. J'y reviendrai dans mon propos. Quel dommage, à l'époque, que le ministre Emmanuel Macron n'ait pas fait adopter mon amendement. Il y a 2 ans, nous aurions gagné beaucoup de temps. Faut-il aujourd'hui une nouvelle réforme du droit du travail? Oui, car le chômage est toujours aussi important et la relance économique encore timide. Il est urgent de donner du souffle au monde du travail et de libérer les énergies. Notre droit du travail est devenu obsolète. Il faut l'adapter aux nouveaux enjeux d'une économie mondialisée et dématérialisée, en donnant aux salariés les moyens de faire évoluer leur carrière tout en protégeant les plus fragiles. Est-ce que la méthode choisie des ordonnances est pertinente? Je vous le dis dès à présent, le groupe de l'Union centriste vous soutient dans cette démarche, y compris s'agissant de la méthode. Il y a maintenant 1 an, à la même époque, nous venions de terminer 2 semaines de discussion du projet de loi El Khomri. Plus de 1000 amendements, des jours et des nuits de séances à nous opposer. Au même moment, dans la rue, les manifestations et violences épuisaient nos concitoyens. La majorité sénatoriale avait proposé une version plus ambitieuse d'un texte qui, dès le départ, n'avait pas été pensé et présenté pour réussir. Si le gouvernement d'alors avait voulu l'échec de sa réforme, il ne s'y serait pas pris autrement. Le recours aux ordonnances se justifie. Au Parlement de donner un périmètre, au gouvernement de concrétiser cette réforme. La ratification sera l'occasion de vérifier que le périmètre a été respecté. Il faut aller vite afin que les effets apparaissent. En parallèle, le gouvernement paraît vouloir corriger les erreurs de son prédécesseur qui n'avait pas pris le temps et la peine de présenter sa réforme et de négocier avec les partenaires sociaux. Beaucoup ici, sur les bancs de la gauche, avaient alors justifié ce comportement. Rien de tout cela aujourd'hui. Les nombreux rendez-vous pris entre vous, Madame la Ministre, et les partenaires sociaux témoignent d'une volonté de les associer à ces réformes. Vous aurez ici au Sénat l'occasion de débattre, de co-construire pour enrichir le texte voté à l'Assemblée nationale, où les discussions ont semblé bien timides selon les observateurs. Nous soutenons le principe des ordonnances sur le droit du travail, car nous les envisageons comme la première étape
d'une série de réformes nécessaires et urgentes, anticipées par le gouvernement: formation professionnelle, assurance chômage, retraite. Les ordonnances sur le droit du travail ont comme objectif de flexibiliser le marché du travail en donnant plus de place à la négociation d'entreprise. Le volet protection et sécurité des salariés devra principalement se retrouver dans les réformes à venir: la formation professionnelle pour adapter ses compétences et l'assurance chômage pour les phases de transition. Cette vision d'ensemble nous renforce dans notre soutien. Pourquoi est-il incontournable de rénover notre droit du travail ? Il n'a échappé à personne, quoique pour certains j'en doute, que l'économie a changé depuis le début du siècle. Nous sommes au début d'une ère numérique, à l'aube de la troisième révolution industrielle, dans laquelle coexisteront et se développeront les biotech, nanotech, medtech et autres cleantech. Ces nouvelles technologies transforment les métiers. Il faut cultiver des compétences transversales au cœur de métiers hybrides. Les collaborateurs devront être autonomes grâce à un travail en parallèle et interactif, s'affranchissant du temps et de l'espace. Cette révolution numérique se fait au cœur d'une économie mondialisée. Les échanges sont globaux, de plus en plus rapides, les frontières disparaissent. Et puisque je suis un sénateur entrepreneur, je vous partage mon expérience personnelle. Toutes les personnes qui contribuent à mon entreprise établie au Royaume-Uni sont en indépendant. Ils m'offrent leurs compétences depuis leur domicile. Ils sont localisés aux quatre coins de la planète. Ils s'organisent comme bon leur semble, travaillent au moment où ils le souhaitent. Plus jamais on ne me demandera s'ils peuvent partir en vacances et quand. Seul le résultat compte. Vouloir être libre, c'est vouloir les autres libres. Nous devons faire émerger un nouveau droit du travail qui encourage le dialogue social et économique. Un droit qui prenne en compte les nouvelles formes de télétravail, ses exigences d'autonomie, ses parcours individualisés. Si nous voulons attirer les entrepreneurs qui vont quitter le Royaume-Uni à la faveur du Brexit, il va falloir révolutionner notre système. Il va falloir replacer le droit du travail au cœur des besoins des entreprises et de leurs salariés. Il va falloir libérer les énergies. Ce sont ces objectifs qui doivent guider votre réforme, Madame la Ministre. Vous devez aller vite, mais vous devez surtout aller loin. Les ordonnances vont vous permettre d'aller vite. Avec de nombreux collègues, et je remercie le président Milon d'avoir animé cette réflexion au sein de notre commission des affaires sociales, nous vous demandons en revanche jusqu'où vous irez. Jusqu'où irez-vous pour placer le dialogue social au plus près des salariés et de leur entreprise? L'article 1er de votre projet consacre une nouvelle fois l'inversion de la hiérarchie des normes dont je parlais en introduction. Irez-vous jusqu'au bout ou allez-vous prévoir tellement d'exceptions que ce sera une nouvelle réforme pour rien? Vous devez replacer au niveau de l'entreprise, du groupe ou de la branche l'ensemble des règles applicables en matière de droit du travail et de formation professionnelle. La France est, avec la Belgique, l'Espagne et la Grèce, l'un des derniers pays à accorder une place prépondérante à l'État dans le dialogue social. Vous devez faire confiance aux partenaires sociaux en choisissant de les responsabiliser, et vos propos m'ont réjoui. Quant à la loi, elle restera dans le cadre strict de l'article 34 de la Constitution. Le législateur continuera de fixer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale. Jusqu'où irez-vous pour améliorer le dialogue social dans les entreprises? La généralisation proposée d'une instance unique de représentation des salariés sera une excellente avancée. Mais oserez-vous faire encore plus confiance aux salariés en leur permettant de négocier directement dans certaines entreprises? La France est l'un des derniers pays de l'Union européenne pour le taux de syndicalisation. Est-ce que cela justifie de maintenir à ce point le monopole des syndicats dans le dialogue social? Permettez aux entreprises de dialoguer directement avec leurs salariés. Ils ont un destin commun. Comme nous l'avions observé avec la délégation sénatoriale aux entreprises lors de notre déplacement à Londres, 83% des salariés britanniques ne dépendent d'aucune convention collective. Le marché du travail y est si tendu que leurs employeurs font le maximum pour conserver leurs collaborateurs. Il faut également et impérativement s'attacher à supprimer les effets de seuil qui posent un vrai problème pour les entreprises de notre pays. Ces seuils ne créent pas uniquement des difficultés au niveau de la mise en place des délégués du personnel et des obligations qui en découlent. Ils augmentent aussi fortement les coûts
pour les TPE. Il faut au minimum relever les seuils fixés à 10 et 50 personnes. J'avais proposé de nous en tenir au seuil européen des 50 et 250. Ces mesures sont compatibles avec notre souhait d'un dialogue social au plus près des salariés, directement, sans intermédiaire. Je vous rappelle qu'il y a certains pays où il n'y a pas de seuil, et la démocratie existe malgré tout en Europe. En lisant votre projet de loi, nous avons regretté, avec mon collègue Jean-Marc Gabouty, que vous n'abandonniez pas les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Ça nous semble être une organisation totalement inutile pour les TPE. Le Sénat l'avait rejeté. On ne peut pas vouloir simplifier nos structures et poursuivre dans cette voie qui a obtenu moins de 10% de participation aux élections. Et justement, jusqu'où irez-vous dans la simplification administrative et le rôle de l'administration ? Avec les membres de la délégation sénatoriale aux entreprises, présidée par ma collègue Élisabeth Lamure, nous avons fait de nombreuses propositions sur le sujet. Chez nos voisins d'Europe du Nord, la simplification est un objectif politique transpartisan. Elle répond à une méthodologie rigoureuse qui repose sur des objectifs et le suivi d'indicateurs. En Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède, un organe indépendant contrôle la qualité des études d'impact. Pourquoi ne pas s'en inspirer ? Les entreprises étouffent sous le poids de procédures administratives, plus personne n'y comprend rien. C'est bien la conséquence de l'inflation des normes qui noie les entreprises. Certains disent que c'est ce cadre contraignant qui protège les salariés. Un exemple des plus parlants. La législation applicable aux raffineries en France est plus sévère que dans le reste de l'Europe. Et pourtant, notre industrie du raffinage connaît plus d'accidents que la moyenne européenne. Les raffineries françaises concourent pour 26% des accidents en Europe, alors qu'elles ne représentent que 10% des sites. Comment ne pas citer la médecine du travail ici ? À l'heure actuelle, environ 80% des salariés travaillent dans le secteur tertiaire. Leur médecin traitant, qui les connaît depuis des années, ne serait-il pas compétent pour juger s'ils peuvent travailler assis derrière leur bureau ? Pourquoi vouloir maintenir une médecine administrative ? Le médecin du travail serait un spécialiste de toutes les maladies que l'on peut attraper en travaillant. Nous devons nous demander si ce système est encore adapté à la grande majorité des salariés et s'il les protège réellement. En tout cas, l'exemple de l'Éducation nationale semble y avoir répondu, puisqu'elle s'en est affranchie. Quant au rôle de l'administration, comme l'inspection du travail par exemple, elle devrait être au service des entreprises. Elle devrait les conseiller et non pas uniquement être en charge de les contrôler. Jusqu'où irez-vous pour flexibiliser le marché du travail ? Vous proposez un barème des dommages et intérêts, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Comment justifier en effet qu'il y ait pour un même préjudice des différences aussi importantes entre deux conseils de prud'homme ? Comment justifier que le licenciement d'un salarié puisse à lui seul mettre en péril une entreprise tant les indemnités demandées sont parfois colossales ? Pense-t-on alors aux autres salariés ? J'avais proposé des amendements pour les plafonner. Quant au licenciement économique, que le juge contrôle le périmètre des difficultés, mais en aucun cas l'opportunité. Une entreprise est libre de décider de créer un département, de recruter une équipe pour lancer un nouveau produit. Elle doit être tout aussi libre de le fermer et de licencier si l'échec commercial est avéré. Le juge ne doit pas être en capacité d'apprécier cette décision et éventuellement de la remettre en question. Nous sommes tellement bavards dans notre code du travail, nous avons tellement le souci de tout prévoir que nous créons nous-mêmes les futures choses-trappes en omettant des situations. La liquidation judiciaire n'étant pas expressément visée à un article de la loi El Khomri, cela permet aux salariés de remettre en cause le motif économique de leur licenciement, quand bien même ce motif est consécutif à une décision du juge commissaire ou du tribunal du commerce. Je ne sais pas si chacun prend bien conscience de là où nous en sommes. Une liquidation judiciaire n'interdit pas à un salarié de contester son licenciement économique. C'est le pays du but. Je ne parle même pas de la longueur des procédures. Pendant plusieurs mois, les entreprises sont parfois contraintes de payer un salarié qui ne travaille déjà plus. Il faut enfin aller beaucoup plus loin sur les modalités de recours au CDD, en allongeant sa durée maximale, instaurer un CDI à droit progressif et prévoir que celui-ci peut prédéfinir les motifs et conditions de sa rupture. Je suis convaincu
qu'une réforme profonde du droit du travail dans le sens d'une plus grande rapidité d'embauche et de fin de contrat aurait un impact direct sur le nombre de défaillances dans notre pays à conjoncture économique égale. Des administrateurs judiciaires témoignent avoir vu nombre d'entreprises mourir de ne pouvoir mettre en place un plan social rapide ou en subissant des procédures prud'homales hors de proportion avec leurs capacités, en particulier dans les TPE. On peut même souhaiter qu'une telle réforme ait un impact positif sur la conjoncture elle-même. Jusqu'où irez-vous pour simplifier l'organisation du travail ? Vous proposez de réfléchir aux nouvelles formes de travail en favorisant les conditions d'accès au télétravail et au travail à distance. C'est un objectif essentiel. Vous devez assouplir au maximum les règles permettant aux salariés d'y recourir et ne surtout pas entrer dans un système de contrôle administratif impossible à mettre en œuvre. Jusqu'où irez-vous, Madame la Ministre ? Dans la fin des années 80, le PDG de la société Sun Microsystems a demandé à ses ingénieurs de faire rentrer l'informatique des ordinateurs les plus puissants qui occupaient une armoire dans l'équivalent d'une boîte à pizza. Il a révolutionné son industrie. Nous avons besoin de révolutionner notre code du travail, le rendre simple, lisible et compréhensible par tous. Un jour viendra où il faudra avoir l'audace de faire rentrer notre énorme code du travail dans l'équivalent du code du travail suisse. La tâche qui vous attend est immense, les attentes nombreuses. En passant par les ordonnances, vous prenez la responsabilité entière des décisions que vous allez prendre et de leur portée pour les entreprises et notre économie. Aussi, parce que, foi de Jupiter, Rome ne s'est pas faite en un jour, et parce que je pense que vos objectifs vont dans le bon sens, je dis à nouveau, comme je l'ai dit lors de votre audition, que j'ai décidé de vous faire un chèque en blanc pour cette loi d'habilitation. Pour vous donner les meilleures chances de succès, je considère que vous avez besoin d'être pleinement soutenu. Aussi, toute cette semaine, vous pourrez compter sur l'appui de nombreux sénateurs constructifs dont je ferai partie. Au-delà de ce terme, nous serons limités à l'observation des conséquences de vos décisions. Je ferai donc alors partie des sénateurs UDI tendance contemplatif. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Louis Touraine pour le groupe socialiste et républicain.